I will give immediately the floor to the office. Je vais d'emblée donner la parole au bureau du procureur pour la dernière journée de cette semaine. Monsieur McDonald, je vous cède la parole. Monsieur McDonald, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le procureur. Alors, sans plus tarder, continuons. J'aimerais savoir, durant la période de la crise post-électorale, donc toujours les mêmes dates, 28 novembre 2010 au 11 avril 2011, qui était chargé de faire les enquêtes si crime avait été commis par des FDS? Monsieur le Président, je voudrais, avant de répondre à la question, solliciter votre autorisation pour répondre à la conclusion qu'a tirée hier le procureur, à savoir que je n'étais pas détenteur d'une réquisition et que j'avais déployé l'armée sans la réquisition. Je voudrais donc votre autorisation pour y répondre. Your Honors. Messieurs les juges, le juge président, allez-y, monsieur le témoin. Président, juste appeler l'attention du procureur sur le fait que dans aucune armée du monde, une armée sérieuse, les officiers ne déploient une armée dans une localité qui est de la compétence de la police ou bien de la gendarmerie sans réquisition. J'ai bel et bien reçu une réquisition avant de déployer l'armée à Abobo. Et là, je ne suis pas dupe, parce que les manœuvres d'hier du procureur, en recherchant certains articles dans le préambule, étaient pour arriver à cette conclusion. Donc, j'affirme ici, haut et fort, qu'une réquisition m'a été remise et que c'est à l'issue après avoir reçu cette réquisition, que l'armée a été déployée à Abobo. Pour répondre à votre question, monsieur le procureur. S'il vous plaît. Oui. Les enquêtes sur les crimes sont du ressort de la police ou de la gendarmerie. Mais pour tout ce qui est crime commis par les éléments de l'armée, c'est la gendarmerie qui est compétente pour faire les enquêtes là-dessus. Très bien. Alors, j'aimerais, M. Mangou, pour le prochain sujet, discuter des événements du 16 décembre 2010. Avez-vous été informé qu'il y aurait une marche sur la RTI le 16 décembre 2010? Et si oui, quand? Oui, j'ai été informé de ce qu'il y aurait une marche le 16 décembre 2010. Il y a eu une note de Monsieur le ministre de l'Intérieur, de Monsieur Émile Guillerou, qui interdisait la marche, mais qu'en plus, les informations avaient été relayées dans les journaux et moi-même personnellement, j'ai été appelé par Monsieur le Premier ministre Soro Guillaume, qui m'a dit qu'il allait installer le directeur général de la RTI et qu'il me demandait de laisser passer ces hommes.
Que lui avez-vous répondu? Alors j'ai dit très respectueusement à Monsieur le Premier ministre que le gouvernement nous a instruit et que la marche est interdite, donc que je lui demandais très respectueusement de renoncer à la marche. Alors, à cette étape-ci, Monsieur le Président, en espérant que soit nos difficultés d'aiguillage au niveau de l'accusation, mais aussi au niveau technique dans la salle, sont réglées et qu'on puisse appeler la vidéo CIV OTP 0074 0054 de la minute 4:07 à la minute 7:38, un reportage RTI de 20 heures, du journal de 20 heures. C'est la pièce 452 sur notre liste des éléments. Le transcrit est le 0087 0385, les lignes 1 à 40, avec l'onglet 517. Et j'espère que ça va être comme ça toute la journée. Je vous remercie. Si on pouvait, M. Mangou, regarder cette vidéo, je reviens avec mes questions. D'accord? Merci. Et on va s'intéresser tout de suite aux affaires militaires. Demain jeudi, demain vendredi, le RHDP projette marcher sur Abidjan. Pour les forces de défense et de sécurité, ces marches ont un élan d'action de force, donc vont créer forcément de graves troubles à l'ordre public. Les forces de défense et de sécurité pensent que ces marches visent à les opposer aux populations. C'est pour cela, leur porte-parole lance un appel à tous ceux qui vivent sur le territoire de s'abstenir et de ne pas s'associer à cette entreprise. Des informations en possession de l'état-major des armées font état de l'organisation de 2 marches par le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP. La première marche, prévue pour le jeudi 16 décembre 2010, sur la maison de la télévision nationale, est destinée à y installer un nouveau directeur général de la RTI. La seconde marche, qui aura lieu le vendredi 17 décembre 2010 sur la primature de la République de Côte d'Ivoire, prévoit y installer un nouveau Premier ministre. Les mêmes informations affirment que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire soutient ces projets. En outre, il a même reçu en audience un journaliste de la presse étrangère à qui il a donné l'information. Il faut le dire clairement, ces marches, à relent d'action de force, donc de troubles graves à l'ordre public, n'ont pour unique finalité que d'opposer d'innocentes populations aux forces régulières de maintien de l'ordre public et espérer obliger les forces de défense et de sécurité à un affrontement avec des Ivoiriens. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire dénoncent fermement de telles attitudes. Elles désapprouvent ainsi les manœuvres souterraines aux desseins inavoués de personnes censées aider la Côte d'Ivoire auprès de laquelle elles exercent la paix. En tout état de cause, le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées, et l'ensemble des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire tiennent M. Choy pour responsable des conséquences imprévisibles qui pourraient résulter de ces actions projetées. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire lancent alors un appel aux braves Ivoiriens, Ivoiriennes et à tous ceux vivant sur le territoire national, épris de paix et soucieux de la stabilité de la Côte d'Ivoire, afin de s'abstenir de s'associer à de telles entreprises périlleuses. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire les invitent à continuer de vaquer
dans le calme et la tranquillité, à leurs différentes occupations, seuls capables de leur garantir un mieux-être social. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant, seul maître du destin des nations et des peuples, abonde sur la Côte d'Ivoire en cette période. Faite à Abidjan le mercredi 15 décembre 2010. C'est la déclaration des forces de défense et de sécurité relativement aux marches prévues par le RHDP à partir de demain. Et pour clarifier, Monsieur le Président, vous êtes le piétage, 7 minutes, 39 secondes, 19 dixièmes. Vous avez mentionné tout à l'heure, Monsieur Mangou, avoir dit, et je lis à la page 3, lignes 14 à 16, et je cite, « Alors j'ai dit très respectueusement à Monsieur le Premier ministre que le gouvernement nous a instruits et que la marche est interdite. Donc, je lui ai demandé très respectueusement de renoncer à la marche. » Quelles sont les autorités, donc, qui vous ont instruit? La marche était interdite par le gouvernement. Êtes-vous capable de nous dire qui vous a dit personnellement que la marche était interdite? Je l'ai souligné tout à l'heure, c'est un communiqué du ministre de l'Intérieur. Mais qu'en plus, nous-mêmes, nous avons eu une réunion avec le ministre de la Défense qui nous a informés de ce que la marche était interdite par le gouvernement. Avez-vous participé à la rédaction de ce communiqué du 15 décembre du colonel Babri? Non, je n'ai pas participé à la rédaction, mais c'est plutôt moi qui l'ai instruit de faire un communiqué. La veille de la marche, donc en date qui a eu le 16, avez-vous rencontré le président de la République pour en discuter avec lui? Non, je n'ai pas eu de rencontre avec le président de la République. Très bien. Alors, M. Mangou, je vais avant de poursuivre, la veille de la marche, êtes-vous allé rendre visite au président de la République? Alors, je le disais hier et je le maintiens toujours. Vous savez que ça fait 6 ans. Je vous ai dit que les visites pour rencontrer le président à sa résidence, il y en a eu. Et que par conséquent, je ne pouvais pas retenir les dates. Je l'ai souligné. Je ne peux pas affirmer que je l'ai rencontré, mais si vous me montrez des documents, je verrai bien si j'y étais ou pas.
Très bien. Alors, peut-être, justement, on peut vous montrer le registre des visites. Commençons par le registre des visites à la résidence. 0088 0863, toujours. Et si on peut appeler la page 1009. Alors, M. Mangou, on va montrer la page en haut. On va faire un petit exercice. Madame, vérifiez si on pouvait monter en haut. Alors, on voit que les dates, malheureusement, n'apparaissent pas. Donc, on va aller à la page précédente, la page 10087. Excusez, 1007. Et on va regarder en haut. On voit que le registre tout à fait en haut, c'est le service du mardi 14 décembre. Donc, et je vais vous montrer la page après, la page dont la date n'apparaît pas. Si on pouvait aller maintenant à la page 1011. Et on voit ici service du jeudi 16 décembre 2010. D'accord? Je vous suis. Alors, nous allons revenir maintenant à la page 1009. Et si on regarde l'entrée 19, et si on pouvait faire un petit zoom, merci. On voit qu'il y a une entrée générale Cassaraté plus SEMA pour le PR à 21h52 avec un départ de la résidence à 22h55. Et si on pouvait aller plus loin, la prochaine page, donc la page 1011 en haut. En haut, s'il vous plaît. On voit les entrées 20, le ministre Alcide JJ. L'entrée 21, le ministre de la Défense. Et on voit les heures. On voit également le directeur général de la police, arrivé à 22h28 et quitte au... Un instant, est-ce que j'établis... Monsieur le Président, je peux continuer? Merci. Monsieur le Président. Yes. Continue till the end, pose a question, then then I I'm give gonna the ask floor my to Maître question. Ndri. Yes. Le juge président, continuez jusqu'à la fin, après quoi nous donnerons la parole à Maître Ndri. L'heure de sortie, Le président, non. 55. Du DG de la police, donc à la même heure que la vôtre. Ma question, vous rappelez-vous avoir visité la résidence dans le but de rencontrer le président? La question est la suivante. Le 15 décembre
2010. Please, Mr. Le président, Monsieur Mango, un instant, s'il vous plaît. Maître Ndri, c'est à vous maintenant. Allez-y. Stepping out, Your Honor. Because Monsieur le procureur, Monsieur le Président, j'aimerais bien que Monsieur Mangou se retire. J'aimerais bien que le témoin sorte du prétoire. Je ne veux pas que l'on commence à discuter du contenu du registre. Le juge président, je vais demander à Maître Andry ce qu'il va dire et je déciderai si le témoin doit sortir. Ce n'est pas à vous de décider si le témoin doit se retirer ou pas. Donc je demande à Maître Andry si c'est nécessaire par rapport à ce que vous allez dire que le témoin se retire ou pas. Pas nécessaire. Le témoin peut rester. OK. Très bien, alors poursuivez. Président, je ne voulais pas donner l'impression de celui qui, de façon intempestive, fait des observations. Mais je suis désolé, je suis au regret. Si, à chaque fois que je soulève des observations, le procureur ne tient pas compte de ces observations, je n'ai pas d'autre choix que de me lever. Nous l'avons dit hier et avant-hier. Nous l'avons dit. S'il y a des questions à poser sur le registre en ce qui concerne les visites, que le procureur pose ces questions. Il n'a pas de commentaire à faire, Monsieur le Président. Yes. Non, je tenais à le dire, Monsieur le Président, je suis désolé parce que s'il le fait 10 fois, je serai obligé de me lever autant de fois. Ça je suis au regret, mais franchement, je préfère le dire. Qu'il pose des questions et que le témoin réponde. Maître André, non. Il y en a un qui fait une opposition, une objection, et ça suffit. Maître André, ce que je vous dis, c'est que dans ce cas-ci, et je répète, c'était pas nécessaire, mais la seule chose que le procureur a fait, c'était pas faire des commentaires, il a simplement lu ce que nous lisons tout. Il a lu qui rentrait, qui sortait, et tout ça découle du registre. Et maintenant, il va poser la question. Il n'a pas fait de commentaires. Maintenant, la question est la suivante, monsieur le témoin. Monsieur Mangou, vous souvenez-vous, vous êtes rendu à la résidence ce jour-là, avec ces gens-là, à la date qui est donnée ici, au moment qui est repris ici entre 10h50, vers 10h50. Monsieur le Président, moi je suis ici pour la manifestation de la vérité. Donc le fait d'aller chez le Président de la République en tant que chef d'état-major, moi ça ne me pose aucun problème. Si j'y vais, c'est certainement pour lui faire des comptes rendus relatifs à la situation. Mais ce document pose problème parce qu'en justice, on ne devait pas présenter un tel document. Un cahier d'événements n'est pris en compte que lorsque le chef a apposé sa signature. Et non quand on voit des éléments qui montent et qui descendent. Quand vous regardez le document, le chef de groupe n'a pas apposé sa signature. Le commandant du GSPR n'a pas apposé sa signature. Ce sont des documents qui sortent pratiquement de la boue, avec la boue dessus. N'importe qui peut confectionner un tel document. N'importe qui peut confectionner un tel document. Quelle est la valeur juridique que revêt ce document? Moi, je ne comprends pas. Je peux faire un document, mettre les noms des gens, et puis bon, les heures de sortie qui correspondent à un événement. Donc moi, ça me pose problème. Mais je sais, et je l'ai souligné ici, que concernant les rencontres avec le président de la République, au palais présidentiel, j'ai donné des dates, j'ai donné des heures. Mais par contre, à la résidence, on a été convoqué plusieurs fois. Donc ça, je ne nie pas le fait. S'il estime que mon nom y est parce que j'ai rencontré le président, je dis oui, j'ai rencontré le président, mais c'est pour des comptes rendus relatifs à des faits qui se produisaient. Voici ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Le juge président, je comprends
fort bien vos commentaires par rapport à ces documents, mais c'est celui que nous avons. Donc, nous, on doit faire avec ce que nous avons. Et puisque votre nom est repris ici sur ce document, il semblerait, d'après ce document, que vous êtes rentré et ressorti avec les autres personnes qui se trouvaient au palais présidentiel. Aussi, la question que je tiens à poser, c'est que ce jour-là, un jour donné, donc le 15 décembre, en soirée, à savoir la veille de la marche, la question est tout à fait légitime. C'est vous demander si vous vous souvenez, vous y être rendu la veille, et si vous y avez été, vous en souvenez, quelle fut la discussion avec ces gens-là et le président? Très sincèrement, Monsieur le Président, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Parce que ça fait quand même longtemps, je ne m'en souviens pas. Thank you very much, Mr. Prosecutor. Juge président. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Poursuivez, je vous prie. Thank you, Your Honor. Donc, vous ne vous en rappelez pas. Dans le but de vous rafraîchir la mémoire, je vais vous référer à vos déclarations antérieures et je vais donc prendre le transcrit 0051-0935, ça c'est la première page. Évidemment, c'est sur notre liste, numéro 35, on m'informe. Et vous dites, je vais vous rafraîchir la mémoire à la page 0961. Et je vais débuter à la ligne 891. Si je ne m'abuse, je crois que c'est même moi qui posais la question à l'époque. Vous dites que le déploiement a débuté le 15 au matin. Votre réponse? Le 15 au matin, disons le 14. Ma question, donc le 14. Votre réponse, le 14 au soir. Le 14, et je pose la question, le 14 au soir, vous seriez allé à la résidence. À la résidence. Et qui est présent? Avec qui êtes-vous allé? Là, vous répondez, il y avait tous les généraux qui y étaient. C'est-à-dire, moi, Cassaraté, Doc Beaublé, Brindou, le directeur général de la police, Detto, Aka. Donc, on discutait, on posait des problèmes. Et qui d'autre était là? Ce sont ces généraux que je vois. Y avait-il des politiques, des civils? Et là, vous répondez, souvent, souvent. Ainsi de suite. Donc, vous semblez placer une rencontre Monsieur le Président. le 14. Monsieur le Président. Ma question est, cela vous rafraîchit-il la mémoire? Oui, bien sûr. Monsieur le Président. On a demandé aux témoins le 15, la veille de la marche. Ici, on est au 14. Le témoin a dit que le 15, il ne s'en souvient pas. On n'a jamais demandé aux témoins s'il y est allé le 14.
Le- I realized that. Le président, je m'en rends bien compte. Oui, oui, allez-y, allez-y. Oui, oui, j'avais bien constaté. Monsieur MacDonald, monsieur le président, il ne convient pas de tenir de tels propos lorsque le témoin est à la barre. Le président, oui, certes, mais le témoin comprend bien la différence entre le 14 et le 15. Le président interrompant, je dois donner la parole à Maître Altit. Monsieur MacDonald, j'aimerais que le témoin soit accompagné en dehors du prétoire, avec votre autorisation, bien sûr. It's okay, Your Honor. No. Juste un mot de précision. Je me suis levé pour m'associer à la remarque de mon confrère, mais pour en tirer une conséquence, on ne peut pas demander au témoin, on ne peut pas dire qu'on va rafraîchir la mémoire du témoin sur une date qu'on n'a pas soumise au témoin. Donc il y a objection. La question ne peut pas être posée parce qu'il ne peut pas y avoir rafraîchissement de la mémoire du témoin. Si c'est le 15, ce n'est pas le 14. C'était juste pour cela. Le président, comme je l'ai déjà dit, j'avais bien constaté cela. Cela dit, je ne peux pas deviner ou anticiper ce que la personne qui interroge a à l'esprit. Maintenant, cela a été consigné par écrit et je demande au témoin, je lui pose la question suivante. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes au courant d'une réunion au cours de laquelle la marche a fait l'objet d'une discussion et qui aurait eu lieu le 14 décembre? Oui, Monsieur le Président. Can you talk about this? Le président, est-ce que vous pouvez nous parler de cette réunion? De quoi s'agissait-il? Monsieur le Président, nous avons donc été convoqués à cette réunion pour recevoir les instructions que la marche était interdite. Nous en avons donc profité pour faire le point de la situation qui prévalait et émis le souhait que la marche n'ait pas lieu. Parce que nous pressentions qu'il allait y avoir des troubles. Donc nous l'avons souligné. Et nous avons même demandé au président si on pouvait avoir demandé à M. Choi d'user de son influence pour parler aux deux grands afin que la marche n'ait pas lieu. Parce que nous pressentions vraiment qu'il allait y avoir des troubles. Mr. Prosecutor. Le président, monsieur le procureur, merci. Cette rencontre avez-vous reçu des instructions du président? Oui, nous avons reçu les instructions. Les instructions, c'est que la marche ne doit pas avoir lieu, qu'elle était interdite. Très bien. Quel a été le dispositif, plus général, suite à cette rencontre? Est-ce qu'il y a un dispositif de sécurité qui a été mis en place? Donc, suite à cette rencontre, effectivement, un dispositif de sécurité a été mis en place. Brièvement, quel était-il? Alors, il faut noter que concernant la gestion de la marche, je voudrais être clair parce que j'ai pris connaissance des transcrits et il y a eu une petite confusion à ce niveau. Il y avait 3 événements. 1. La mise en place des éléments militaires à des points stratégiques de la ville, qui étaient du ressort de l'armée. La sécurisation de la RTI, du ressort de l'armée. Au niveau du Golfe, vous savez qu'il y a eu des échanges de tirs entre ceux qui étaient et nous. Ça relevait donc de la compétence de l'armée. Mais la marche elle-même était gérée par la police nationale
appuyés par le SECOS. Il faut dire que l'armée n'est pas compétente pour encadrer la marche, pour gérer la marche. Donc nous, les différents points, donc pour arriver à votre question, la mise en place. Donc si on pouvait commencer par la RTI, quel était le dispositif sécuritaire de l'armée à la RTI? Donc le dispositif sécuritaire de l'armée à la RTI, il y avait déjà au niveau de la RTI un peloton de la gendarmerie, une section du 1er bataillon de commandos parachutistes, les deux sections étant appuyées par un peloton blindé et 2 bitubes du BASA. Donc, normalement, pour défendre un point, au moment de la marche, ces éléments sont sortis. Et où étaient-ils positionnés autour de la RTI? Étaient-ils autour de la RTI dans un premier temps? Non, eux, ils étaient devant. Maintenant, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Quand vous prenez la rue qui passe à Danga, ancien Cocody, qui relie le centre culturel allemand, à ce niveau, il y avait des élèves de police, de l'école de gendarmerie, pardon, les élèves de l'école de gendarmerie. De l'autre côté, du marché de Cocody jusqu'au carrefour de l'Institut national des arts, il y avait la gendarmerie nationale. Au rond-point de Saint-Jean, il y avait la police nationale. Le SECOS donc faisait la patrouille entre le carrefour de la vie et l'école de gendarmerie, un élément du SECOS. Sans compter que déjà, il y a une partie du SECOS qui appuyait la police dans la marche. Sur l'axe Jardin de la Riviera, c'était les élèves de l'école de gendarmerie. Voici le dispositif qui entourait la RTI. Et si on arrête ici, ce dispositif, donc, était autour de la RTI. Qui était responsable de ce dispositif à cet endroit? Est-ce que c'était l'armée? Est-ce que c'était la police? Non, c'était l'armée. Ce qui concerne la RTI, c'est l'armée. D'accord. Prenons maintenant les éléments qui étaient au carrefour Marie-Thérèse, au Fouette-Boigny. Cela relevait de la compétence de qui et quels étaient les éléments présents? Donc, les éléments qui étaient, côté Imputo, il y avait donc un peloton blindé, un bitube du BASA, 2 mortiers 60, une 12-7 du SECOS, et dans le jardin du Golfe, on avait mis des éléments, une section d'infanterie. Côté Marie-Thérèse, on avait un peloton blindé, un bitube du BASA, 2 mortiers et une 12-7 du SECOS. Donc, si vous voyez bien, ce sont pratiquement les mêmes éléments qui sont de part et d'autre. La gestion de ce dispositif relevait donc de la compétence de l'armée. L'armée était-elle déployée à d'autres endroits spécifiquement, je dis bien spécifiquement, en vue de cette interdiction? Oui, l'armée était déployée à certains endroits de la capitale. On avait au rond-point d'Abobo des éléments mixtes, police, gendarmerie. On avait à Samaké une section
on avait à Coco Service une section. Au niveau de Yopougon, à la Maka, le bataillon blindé et la BAE. Au niveau du corridor, là, ce sont les éléments qui habituellement ils font le service. Donc, c'était un effectif mixte, police, gendarmerie, douane, eaux et forêt. Au niveau du plateau, au niveau de la Garonne, on avait une section. Pourriez-vous répéter le nom que vous venez juste de mentionner parce que vous l'avez dit rapidement? Donc, c'est la RAN. La RAN, c'est la régie Abidjan-Niger, une gare de train. Donc, à ce niveau, une section de la police. La zone Koumassi, Marcory, était donc réservée aux gendarmes commandos et éventuellement, en cas d'intervention aussi, aux éléments de la base aérienne d'Abidjan. Au niveau de Sebroko, ce sont les éléments, une section des éléments du BCS, du bataillon de commandement et de service. Voici en gros le dispositif qu'on avait mis en place. Mais je précise que ce dispositif militaire n'a pas contact avec les marcheurs. C'est un dispositif qu'on a mis à des points stratégiques pour, éventuellement dissuader les marcheurs, 2, empêcher que des éléments extérieurs à Abidjan viennent s'infiltrer dans le dispositif. Maintenant, la police, donc les forces de première catégorie, si je comprends bien, elles s'occupaient de quoi au juste cette journée-là? Quelles étaient les responsabilités donc de la police? Alors, la responsabilité de la police, une gestion autonome, entièrement autonome, parce que la gestion de la foule relève de leurs compétences. Et ça, la police le fait avec des moyens conventionnels que nous, militaires, nous ne savons pas faire. Donc, cette police était au contact des marcheurs. Et à votre connaissance, la gestion du volet police était gérée depuis quel endroit? Alors, je saurais vous dire parce que je sais que des marcheurs sont partis de Boribana, des marcheurs sont partis d'Adjamé. Excusez-moi, ma question est la suivante. Le poste-commandement de la police pour cette journée-là était situé à quel endroit? Alors, le poste-commandement de cette journée pour la police, c'est toujours le PC Minos. Et le PC Minos se trouve dans les locaux du ministère de l'Intérieur, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Et cette journée-là, la police relevait de qui? Le directeur général de la police, au niveau hiérarchique de cette marche, cette journée-là, quelle était sa hiérarchie? C'est bien ça. Le directeur général de la police gérait la marche, puisque ce sont les éléments de la préfecture de police, appuyés par le SECOS, qui faisaient le travail. Donc lui, il faisait la gestion. Mais pour ce volet-là, au niveau de sa propre hiérarchie à lui, à votre connaissance, qui lui donnait instruction, s'il avait à recevoir instruction? Alors, à ce niveau, s'il avait à recevoir des instructions,
c'est du ministre de l'Intérieur, M. Émile Guirielou. Et pour le volet militaire, le déploiement du volet militaire, où était le poste de commandement? Pour le déploiement du volet militaire, le poste de commandement était à l'état-major des armées. Est-ce que, au cours de cette journée, OK, je vais reformuler. Qui était présent au poste de commandement de l'armée cette journée-là? Alors, au poste de commandement de l'armée, le chef d'état-major y était, le général d'État y était, puisqu'il était chargé de coordonner, enfin du commandement même, des éléments qui étaient au point stratégique, des éléments de la RTI et des éléments du Golfe. Enfin, je vais parler des postes de contrôle du Golfe. Au niveau du je vais revenir. J'ai plusieurs questions que je vais vous poser, là. Vous avez débuté vos activités cette journée-là vous-même, donc votre journée, vous rappelez-vous vers quelle heure? Alors, cette journée, très tôt le matin, à 7 heures, je me suis donc déplacé, je suis allé à la RTI pour voir le dispositif qui a été mis en place. Donc, dès que je suis parti de la maison, je suis passé par là pour voir le dispositif avant de rejoindre l'état-major des armées. Il devait être 7 heures par là. Et ce dispositif, vous rappelez-vous, celui de l'armée, quand il a été mis en place? Alors, ce dispositif a été mis en place, disons même, le jour de la marche, mais très tôt. Déjà à 6 heures, le dispositif était en place. Et à votre connaissance, le dispositif de la police avait été mis en place à quel moment? Je ne saurais vous le dire. Je n'ai pas d'heure précise de la mise en place du dispositif de la police. Petite question. Donc, les éléments du SECOS qui faisaient partie du dispositif de l'armée, parce que vous avez mentionné qu'il y a des forces mixtes au sein du dispositif sécuritaire de l'armée, qui leur donnait les instructions? Alors, le dispositif que j'ai mentionné concernant le Golfe, ils étaient donc sous la responsabilité de celui qui avait la gestion des unités côté Mputo et de celui qui avait la responsabilité, la gestion des unités côté Marie-Thérèse. Je voudrais vous préciser. Excusez-moi, continuez, puis après ça, j'ai juste une petite question de précision. Donc, je voudrais vous préciser que dans l'armée, lorsqu'une unité vient en soutien ou en appui, quelle que soit son origine, cette unité se met sous la responsabilité de l'unité qui la reçoit. Donc, qui a demandé le soutien du SECOS
dans le dispositif de sécurité de l'armée? C'est le chef d'état-major qui a demandé le soutien du dispositif du SECOS dans le soutien du dispositif de l'armée. Donc, sans parler à la troisième personne, c'est vous-même. C'est moi-même. Qui a fait la demande, à votre connaissance, pour le soutien du SECOS dans l'opération de police? Ça doit être le directeur général de la police, puisque vous avez dû le constater, au niveau du SECOS, ils ont une brigade qui a été créée spécialement pour le maintien de l'ordre. Est-ce que vous êtes retourné au poste de commandement de l'état-major à ce moment-là, à l'état-major, pardon, après votre visite du dispositif de sécurité? C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc je suis reparti à l'état-major. Comment suivez-vous le déroulement des événements? Du côté de la marche elle-même, je ne pouvais pas suivre le déroulement des événements parce que je n'avais pas de contact radio, je n'avais pas de contact avec le directeur général de la police nationale. Par contre, du côté militaire, le général d'Eto me renseignait, me rendait compte de ce qui se passait sur cellulaire. Dans la salle de commandement, y avait-il des écrans pour suivre la marche ou suivre les événements que vous suiviez vous-même? Alors, dans la salle de commandement, effectivement, il y avait des écrans vidéo qui ne couvraient pas tout Abidjan, qui prenaient seulement en compte le rond-point d'Abobo, les deux ponts, Houphouët-Boigny et De Gaulle, et une partie du tarmac de l'aéroport. Receviez-vous des comptes rendus? Les comptes rendus, j'ai commencé à les recevoir à partir de la confrontation qu'il y a eu entre les éléments qui étaient au Golfe et les nôtres. Du côté de la RTI, oui, je peux dire que je recevais les comptes rendus parce que dans l'armée, même un compte rendu négatif est un compte rendu. Même quand vous dites rien à signaler, c'est un compte rendu. Donc de ce côté, on me rendait compte également. La confrontation qu'il y a eu entre les éléments au Golfe et le dispositif, vos éléments, vous rappelez-vous de l'heure? Oui, peut-être ça ne peut pas être l'heure exacte, mais je crois que cette confrontation a commencé aux environs de 9 heures. Donc 9 heures le matin. Le matin.